Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo, celle sur le troisième type de source qu'on rencontre le plus souvent dans le passé des personnes qui expliquent leurs problématiques à l'âge adulte. Donc c'est ce qu'on appelle souvent nous un trauma de type transgénérationnel, tout ça pour dire que c'est quelque chose qui a traversé les générations pour arriver jusqu'à nous, mais quand je dis traverser, c'est pas forcément que ça a impacté toutes les générations. Donc souvent ce qui va distinguer un trauma transgénérationnel de quelque chose qui vient de cette vie-ci, c'est que quand c'est quelque chose qui a vraiment traversé toutes les générations, si vous me dites « Ah, mais moi j'ai quelque chose de transgénérationnel parce que c'est mon grand-père qui a éduqué comme ça, mon père et mon père m'a éduqué comme ça pour moi c'est pas du transgénérationnel. Vous avez juste hérité du dernier morceau qui est votre papa quand vous étiez jeune, vous a éduqué comme ça et il y a des choses à guérir peut-être dans le style d'éducation. » Le transgénérationnel, ça arrive régulièrement que ça touche des éléments dont on n'est pas au courant. Donc parfois ça peut aller jusqu'au secret de famille, mais il y a pas mal de fois où c'est simplement quelque chose qui n'a pas forcément été mentionné parce que ça s'est passé avant que, par exemple, nos ancêtres ne forment leur couple, c'était dans leur vie d'avant, et donc c'est pas forcément quelque chose qui est mentionné, ou c'est pas quelque chose qui paraît assez notable que pour être répété de réunion de famille en réunion de famille au fil des générations. Donc ici, ce qu'il faut donc noter dans le discours que j'ai donné, c'est que donc non seulement on n'est pas obligé de connaître l'histoire, mais en plus on n'est pas obligé de connaître nos ancêtres non plus. C'est-à-dire qu'il existe souvent des trous dans les arbres généalogiques, des personnes qui ne connaissent pas du tout par exemple leur père, mais ne connaissent absolument pas tous les ascendants de ce côté-là, ou parfois, comme dans mon cas, finalement on connaît surtout jusqu'aux grands-parents, mais on ne connaît pas vraiment plus que ça. Parfois c'est pour des raisons de déménagement ou autre, il n'y a pas toujours eu je ne sais pas, des grandes disputes de famille par exemple. C'est juste parfois des contextes de vie qui font qu'on n'est pas forcément au courant de beaucoup de choses sur notre généalogie. Ça n'empêche qu'on sait quand même retrouver toujours les informations via, comme d'habitude, des questionnements et puis des intuitions et des validations via tests musculaires. Et donc pour vous donner quelques exemples de ce type de traumatisme-là, à nouveau on peut être sur quelque chose d'assez continu qui s'est installé au fil du temps, c'est-à-dire si on prend dans le domaine de la survie, on va prendre le thème du manque d'argent. On voit bien tous comment nos sociétés ont évolué. Il y a une époque où la plupart de la population était paysanne, c'était pas forcément simple de gagner de l'argent, d'être certain d'avoir suffisamment de nourriture jusqu'à la fin du mois ou d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Mais, par exemple, si on prend cette peur financière, c'est quelque chose qui peut, même si par exemple entre-temps vous avez eu quelques générations de parents ou grands-parents qui se sont bien portés, qui se sont bien débrouillés financièrement, vous pouvez quand même hériter de peurs qui viennent d'un peu plus loin à ce sujet-là, et par exemple ça peut vous bloquer dans le fait de devenir indépendant parce que c'est beaucoup trop risqué les variabilités financières comme celle-là. Ou alors, par exemple, moi c'était mon cas, j'ai eu dans mes ancêtres des personnes qui ont été à un moment donné expropriées de leur maison pour la construction d'un ouvrage, et donc chez moi ça avait généré, un de mes ancêtres l'avait un peu plus mal vécu que les autres, et donc chez moi ça avait généré une peur de ne pas avoir de toit au-dessus de la tête qui était disproportionnée, qui faisait que je mettais absolument tout mon argent dans le fait de pouvoir m'acheter une maison un jour le plus tôt possible et la rembourser sur un timing le plus court possible, ce qui impactait forcément les autres domaines de vie ou d'autres types de dépenses que j'aurais pu faire qui étaient ou tout aussi importante au niveau primaire ou parfois plus secondaire pour se faire plaisir. Donc c'est quelque chose, quand j'ai réussi à libérer ça par exemple, qui a vraiment lâché du lest à ce niveau-là. Donc on peut avoir donc, on va dire, tout ce qui est de l'ordre de la survie, tout ce qui est un peu plus complexe, qui peut peut-être s'imaginer un peu plus facilement. Après, parfois, ce qui peut passer sous le radar, c'est par exemple, je me souviens d'un cas d'une personne, c'était pas connu de l'histoire familiale parce que on est en train de parler de premières histoires amoureuses qui se sont passées avant que le couple ne se forme et que la descendance ne se crée. Mais par exemple, je me souviens d'une personne qui avait eu des soucis dans un de ses ancêtres avec un problème de couple qui avait dû se séparer parce que l'un avait décidé pour se construire une situation financière de changer, je crois carrément, de continent, et puis la femme n'avait pas pu l'accompagner, et donc ça avait donné derrière des croyances du style de toute façon c'est quand même toujours les hommes qui décident de tout, nous on peut jamais décider de rien, et donc c'est quelqu'un qui avait des tensions au niveau relations amoureuses à ce niveau-là. Dans certains cas ça peut donner aussi pas de relations amoureuses bien sûr. Après, d'autres croyances qui peuvent découler comme ça d'anciennes histoires qui se sont mal passées, parfois aussi à cause de différences sociales.
Donc soit vraiment comme on avait à l'époque, hein, des gens de la noblesse, d'autres qui ne le sont pas, ou parfois juste un léger différent entre des personnes qui vivent en ville et d'autres qui sont des fermiers par exemple. On peut avoir comme ça des relations amoureuses qui ont été manquées, qui donnent du coup un espèce de fatalisme des personnes qui vont se contenter d'être dans un couple qui tient plus ou moins la route, parce qu'on est quand même, voilà, on est content d'être avec quelqu'un, mais de toute façon on s'imagine que la personne avec qui on veut réellement être, on n'arrivera jamais à être avec elle. Donc ça par exemple, ça peut avoir des conséquences assez lourde sur la qualité de la vie amoureuse de la personne à l'âge adulte. Un peu dans la même idée que tout ce qui est vie amoureuse, dans la suite logique on va dire, ce qui pèse aussi souvent assez lourd plutôt sur les femmes, c'est les mémoires de perte d'enfants. C'est-à-dire que de nos jours c'est un peu mieux, encore qu'il y a encore beaucoup de fausses couches, mais tout ce qui était par exemple enfants mort-nés, oui les fausses couches, il y a différents cas, par exemple je sais pas, un accident qui fait que tout d'un coup l'enfant qui se portait très bien, on n'a pas su le sauver, on a comme ça des mémoires qui peuvent être des mémoires juste de tristesse, donc parfois c'est juste le corps qui réagit, c'est-à-dire on va avoir des personnes qui vont très, très mal vivre leur cycle menstruel avec énormément de maux de tête ou de maux de ventre qui viennent de mémoires comme celle-là. Dans certains autres cas, ça peut aller jusqu'à de la culpabilité de ne pas avoir su amener un enfant à terme, par exemple ne pas avoir su amener de garçons vivants dans la famille, et donc il n'y avait pas d'héritier en tant que tel, il n'y avait que des femmes, ou alors juste une culpabilité de ne pas avoir su quelque part maintenir les enfants en vie. Et donc ça donne des descendances qui parfois n'osent pas avoir d'enfants, qui prennent beaucoup trop au sérieux la charge que peut représenter un enfant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la prendre au sérieux, mais ce sont des personnes qui ne voient que tout ce qui peut arriver de vraiment dramatique à un enfant, sans se rendre compte qu'il y a des probabilités là derrière, et que de nos jours, il y a beaucoup moins de risques qu'à l'époque que quelque chose de dramatique arrive à nos enfants. Et puis voilà, on peut avoir aussi des conséquences plutôt dans la vie professionnelle. Donc j'avais mentionné un petit peu l'exemple de personnes qui n'oseraient pas devenir indépendantes à cause de la peur de manquer d'argent. Ça peut être aussi parce qu'il y a des profils déjà d'indépendants qui étaient présents dans les générations précédentes et qui se sont complètement engamellés, ou qui ont vraiment eu du mal à joindre les deux bouts pendant toute leur vie et pour leurs enfants, et qui quelque part ont imprimé des mémoires qui font que pour les générations suivantes c'est plus compliqué de reprendre ce risque-là, même si le risque est objectivement beaucoup moins fort aujourd'hui. Donc même des personnes qui seraient par exemple en couple avec quelqu'un de stable et donc auraient beaucoup moins de risques de devenir indépendants, n'oseraient quand même pas le faire. Donc c'est toujours la même idée, c'est qu'on a quelque chose qui amplifie en fait la mémoire, qui fait que objectivement, vu de l'extérieur, d'autres personnes trouveraient qu'il n'y a pas vraiment de risque, mais intérieurement, la personne, pour elle, elle porte vraiment quelque chose qui n'est pas à elle, qui dramatise une situation. Et donc voilà, par exemple au niveau professionnel, ça peut aussi avoir des conséquences sur le fait d'oser vendre, oser se faire de la publicité. Si ce sont des personnes qui ont mal vécu le fait de devoir vendre des choses difficilement, ou qui ont dû mendier, ou qui ont dû dans certains cas aller jusqu'à se prostituer, il y a cette notion de se vendre qui est très compliquée, parce que il y a des ancêtres qui ont très mal vécu ces mots-clés-là ont eu une signification qui était un petit peu différente pour eux, et donc ça alourdit en fait beaucoup la personne de nos jours. Il reste aussi un dernier thème qui est celui de la confiance, par exemple. Forcément, si la personne s'est retrouvée à un moment donné arnaquée par quelqu'un, ou si, par exemple, moi, comme j'applique une méthode alternative, j'ai déjà rencontré un cas d'une personne qui était anormalement méfiante par rapport aux méthodes alternatives, parce que dans ses ancêtres, il y avait une personne qui était allée consulter une guérisseuse et qui après s'était trouvée, on va dire, pire qu'avant de l'avoir consultée. À tort ou à raison, parfois ce sont juste des coïncidences que la personne, l'ancêtre, interprète, parfois c'est effectivement quelque chose qui s'est mal passé dans le processus de guérison, et donc à nouveau c'est cette idée d'amplification. On n'a pas dit qu'il fallait fermer les yeux et faire confiance à toutes les méthodes alternatives, mais quand il y a quelque chose qui donne de l'ampleur, ça peut aussi bloquer les gens dans le fait de réellement mettre les pieds dans quelque chose qui est peut-être légèrement alternatif, mais malgré tout très cadré, ou déjà avec pas mal d'études scientifiques qui montrent les résultats positifs à la sortie, et malgré tout, comme c'est alternatif, la personne reste bloquée là-dessus. Donc cette notion de méfiance, confiance, on la retrouve aussi pas mal là-dedans, notamment dans... j'ai eu aussi un cas de doute, c'est-à-dire la personne n'ose plus se faire confiance parce que dans ses ancêtres, à un moment donné, quelqu'un avait choisi le mauvais camp, s'est laissé endoctriner par le mauvais camp pendant une guerre, et s'est rendu compte à terme d'avoir
supporter le mauvais camp. Et donc forcément ça donne des personnes qui n'osent plus se faire confiance parce que en suivant leur intuition, elles se sont complètement plantées. Donc ça c'est aussi un dernier thème qu'on peut observer dans les traumas transgénérationnels. Et donc voilà, globalement, ça peut un peu toucher tous les domaines de vie, ce qui veut dire que c'est toujours intéressant, une fois qu'on a exploré et qu'on a déjà guéri des sources de l'enfance en tant que telle ou des traumas intra-utérins, si la personne n'est toujours pas entièrement libérée, c'est pas parce que la méthode n'a pas fonctionné ou il faut pas pour autant être fataliste, il y a moyen d'aller chercher un cran plus loin, il y a toujours moyen de trouver quelque chose pour que la personne se sente mieux et soit débloquée par rapport à l'objet de la séance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et éclairé sur le type de sources qui peuvent se situer dans cette catégorie-là. Et je vous dis à bientôt pour la suite des catégories.